Bienvenue dans Laval à Mille et une Cultures. Dans cette émission, nous recevons Jimmy Théodore, directeur des groupes d'équité de l'AFPC Québec. Bonjour Jimmy. Bonjour Khady. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Voilà, détenteur d'un baccalauréat en gestion, des études en philosophie aussi, en théologie. Vous êtes originaire d'Haïti. En effet, exact. Voilà, au Québec depuis combien d'années? Depuis 20 ans maintenant. 20 ans. Ben, on a duré, hein? Comme on dit. Donc, vous avez œuvré pendant longtemps au sein du mouvement syndical au Québec et à l'international. Vous dites aussi que vos passions, c'est soutenir des groupes comme Greenpeace, le Club Rotary, donc vous êtes rotarien. Vous êtes activiste et militant. Et oui, j'imagine que c'est ça qui vous a amené à la tête des groupes d'équité de l'AFPC. En effet, en fait, quand on rentre dans la fonction publique, bien sûr, les employés ne choisissent pas de faire partie d'un syndicat ou pas. Fait que ça vient avec le package, on va dire, parce que les conditions de travail ont déjà été négociées par l'Alliance de la fonction publique. Donc, vous devenez membre de la fonction publique, de l'Alliance de la fonction publique. Cependant, quand on embarque dans la machine, on veut quand même donner de soi-même. On regarde un peu autour de soi, on regarde les gens racialisés. Il y a encore certains problèmes. S'il y a des lois, comme la loi sur l'équité en matière d'emploi qui existe, ça veut dire qu'il y avait un problème. Il y a le programme d'action positive du gouvernement pour faciliter la représentativité. Ça veut dire qu'il faut que la fonction publique soit représentative de la population en général. Donc, ça prend des personnes racialisées, puisqu'il y en a quand même pas mal au niveau de la société. Ça prend des personnes ayant besoin de mesures d'accessibilité, ce que les gens appellent couramment des gens avec un handicap. Oui, qui vivent avec un handicap. Exact. Voilà. Il y avait les femmes, la lutte des femmes a duré pendant longtemps, donc... Elle dure encore. Elle dure encore. Oui. Il y a encore pas mal de... Il y a des gains qui sont faits, puis justement, un clin d'œil, ça prend justement des législateurs qui sont sensibilisés à la cause des femmes. C'est quand on vote des gens, il faut que ce soit vraiment des gens qui vont œuvrer dans ce sens-là. Puis ça prend également des gens qui sont sensibilisés à la réalité LGBTQ2+, qui rentre en plus. Ça fait partie de la société. Fait que, est-ce que j'ai oublié un groupe? Ben, j'ai parlé des personnes racialisées, les femmes, les LGBT. Donc, bien sûr, il y a aussi les Premières Nations qui font partie également des gens touchés visés par la loi sur l'équité en matière d'emploi. J'ai mentionné les LGBT, mais c'est arrivé par la suite quand on va parler de la diversité. Les 4 groupes vraiment qui sont touchés, c'est femmes, personnes handicapées, membres racialisés et autochtones. Donc, c'est surtout ça. Voilà. Et pour revenir à vous, c'est quand vos débuts dans la fonction publique? Comment vous vous êtes retrouvé à ce poste-là, en fait? Oui, en fait, vous comprendrez que quand on arrive ici, bien souvent avec certaines qualifications ou certains diplômes, ils ne sont pas reconnus tout de suite. Donc, ça a pris un retour aux études, au HEC, comme on parlait tantôt, aller reprendre des études, aller chercher de nouveaux papiers. Je suis arrivé ici en 99 et pour rentrer dans la fonction publique, ça prend un processus. Il faut passer par le processus, aller chercher les codes de langue et tout et tout. Donc, en 2003, pratiquement 4 ans après, j'avais été embauché par la fonction publique au niveau d'un ministère. Bien sûr, comme j'ai expliqué tantôt, tu rentres dans la fonction publique, tu commences à travailler, tu deviens serviteur public, on va dire. Puis, c'est là que, quand je regardais la réalité, c'est là que ça m'a intéressé de servir un peu plus. Ça faisait donner un peu plus de temps, de faire du travail de bénévolat au niveau de l'Alliance de la fonction publique qui représente les employés de la fonction publique. D'accord. Donc, l'Alliance, en fait, représente les employés et au niveau de l'Alliance, il y a plusieurs groupes. C'est ça que j'ai compris. En effet. En fait, voilà. L'Alliance, quand on parle de l'Alliance de la fonction publique, c'est ce qui chapeaute pratiquement les 66 ministères et autres employés provinciaux, municipaux. C'est à peu près 180 000 membres.
à travers le Canada. Quand on parle d'une fonction publique fédérale d'à peu près 192 000, l'Alliance va chercher, en plus des employés fédéraux, d'autres employés d'ailleurs. D'accord. Exact. Puis à l'intérieur de l'Alliance même, quand on parle de l'Alliance, les différents ministères ont leur propre, on va dire, syndicat. Et tous ces syndicats, à peu près 17, on parle de 17 éléments, 17-18 éléments, forment l'Alliance de la fonction publique. Donc, c'est comme une centrale de tous les syndicats. Exact, vous mettez ensemble. En fait, c'est l'agent négociateur pour tous les employés de la fonction publique. Et vous, c'est quoi votre rôle au niveau de l'AFPC? Quand on parle de sous-groupes, justement, il ne faut pas que ça soit centralisé. Il faut vraiment... Ils ont décidé de régionaliser. L'Alliance a décidé de régionaliser ses activités. Ce qui fait que l'Alliance, en tant que telle, est divisée en environ 23 régions. Et à l'intérieur de ces régions, la structure est quand même assez grande. À l'intérieur de ces régions, il y a des sous-groupes et il y a des responsables de groupes, comme les groupes d'équité au niveau du Québec. Ça a été réuni sous une personne, dans le fond, le directeur des groupes d'équité. Tout comme le groupe des femmes, il y a une directrice des femmes pour la région du Québec. Et ainsi de suite. Donc, il y a... Je ne ferai pas tout le topo. Je sais que vous avez été nouvellement élu, mais vous étiez actif. Vous avez un poste au niveau... au niveau de la région de Laval, la grande région, on va dire la région des 3L, Laval, Laurentides-la-Naudière et Abitibi-Témiscamingue. Ça couvre un grand territoire. Je suis le vice-président actuellement de la région. Par contre, pour les groupes d'équité, là, j'ai été élu récemment au mois d'avril comme directeur des groupes d'équité pour remplacer l'ancien directeur qui a été promu ailleurs. C'est souvent aussi des postes qui mènent à des ambitions politiques, hein? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait attendre? On parle de services publics. Puis, quant à moi, j'avais même écrit là-dessus, un législateur, c'est aussi un employé de l'État. C'est aussi un employé du peuple. C'est quelqu'un qui est là pour rendre service. Fait que, je vous dirais, non, je ne vous le cacherai pas, éventuellement, si je suis appelé, si... mon nom serait pigé pour aller représenter à ce niveau-là, oui, je ne dirais pas non. D'accord. Donc, c'est quelque chose à envisager. Définitivement. Voilà. Puis, concrètement, en attendant de vous voir siéger à la Chambre des communes ou au Parlement à Québec, quelles sont les actions que vous menez au niveau de l'Alliance? Présentement, en fait, la loi sur l'équité en matière d'emploi est quand même assez vieille, on va dire, ça fait 23 ans. Moi, je dis que ça fait 20 ans que je suis ici, mais la loi, ça fait 23 ans qu'elle a été dictée. Il y a des choses, il y a des réalités qui ont changé. Fait que oui, il va falloir continuer à rencontrer les législateurs, justement, pour faire valoir que présentement, il n'y a rien que 4 groupes. Pourquoi ne pas inclure la diversité, par exemple, au niveau de la loi sur l'équité en matière d'emploi? Oui, on sait qu'il y a la Charte canadienne des droits et libertés qui protège tout le monde, qui protège selon les 11 critères de discrimination. Par contre, si le groupe des LGBT, par exemple, est enchâssé dans la loi sur l'équité en matière d'emploi, ils vont avoir une meilleure couverture encore au niveau de l'emploi, parce qu'on parle d'équité en matière d'emploi. C'est au niveau des ministères, au niveau du travail. OK. Puis, parlant d'équité, de représentation, de la diversité au niveau de la fonction publique canadienne, on en est où actuellement? La loi sur l'équité en matière d'emploi, j'aime pas utiliser le mot quota, c'est pas une question de quota, c'est plutôt une question de représentativité. Quand il regarde l'effectif d'un ministère quelconque, et qui regarde l'endroit, en fait, la population en général, ils doivent se demander est-ce que les employés, les emplois à l'intérieur de ce ministère sont représentatifs de la population, en fait, du nombre de personnes de tel ou tel groupe. Est-ce que c'est le cas? Présentement, il y a des écarts. D'accord. Il y a encore des écarts. On continue à travailler là-dessus. Les gouvernements font des efforts à ce niveau-là également pour ce qu'on appelle mettre en place un programme d'accès positif. C'est pas de dire que parce que vous êtes noir, parce que vous êtes racialisé, on va vous offrir un poste absolument automatiquement. Oui, il y a des gens qui pensent que c'est ça. Pas du tout. C'est à compétence égale, il y a des lacunes, il y a un manque. Bien, vous allez passer le processus. Cependant, il y a un critère qui peut être utilisé pour combler cet écart-là qui existe par rapport à la représentativité à la population en général.
c'est pas donné. On ne vous dit pas, regarde, vous êtes noir, vous êtes une personne handicapée, vous êtes autochtone, on vous offre... Non, il faut avoir les compétences. Absolument, il faut avoir les compétences pour faire le travail qui est demandé. Donc, il y a des écarts, mais est-ce qu'on sait où c'est plus marquant, ces écarts-là? Est-ce que, mettons, la fonction publique fédérale, est-ce que c'est plus au niveau du ministère du Transport? Est-ce que vous avez quelque part des chiffres? En fait, il y a un beau rapport qui a été présenté par le ministre Joyce Murray dernièrement, justement, parce qu'il y a une obligation du gouvernement de faire un rapport sur l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique du Canada. Je vous recommande, justement, si vous voulez aller voir les chiffres, parce que des chiffres, il y en a. Pour certains ministères, ça va bien. Pour d'autres, il y a encore des lacunes. Mais on s'est rendu compte, justement, avec l'approche positive du gouvernement d'embaucher, d'être plus représentatif. Les postes d'entrée sont... Il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart au niveau des postes d'entrée. Oui, tout le monde est embauché, tout le monde est là, on travaille. Par contre, on parle toujours du plafond de verre. Oui. Du plafond de verre, bien, les postes de décisionnels, il reste encore du travail à faire. D'accord. Donc, les gens rentrent, mais ils stagnent. Exact. Il faut pousser pour que l'ascenseur ne soit pas en panne. Définitivement. Bien, il faut travailler sur les préjugés, il faut travailler sur, comment dire, les stéréotypes qui existent encore. Comme on le sait, dans le temps, quand les Italiens sont arrivés dans les années 50, ils avaient une réputation, les Irlandais, etc., les Japonais. À travers l'histoire, à travers l'historique de la société, il y a eu plusieurs épisodes de rejet de certaines personnes. Puis, ça se reflète encore de façon systémique. C'est pour ça qu'on parle de racisme systémique. Ça existe encore au niveau du système, que certaines personnes sont encore écartées de certains postes. Puis vous agissez comment? Est-ce que c'est des revendications, c'est des rencontres de sensibilisation, un mix des deux? Comment vous fonctionnez? C'est vraiment un mix des deux. Veux pas, si vous êtes au courant de l'histoire syndicale, on ne peut plus faire du syndical à Jimmy et au FA. Ces jours-ci. C'est-à-dire, on arrive avec un 2x4 puis on règle tout. Non. Ça va prendre des rencontres avec les législateurs. Ce que j'ai fait, par exemple, avec le Congrès du travail dernièrement, aller rencontrer les sénateurs, aller rencontrer les députés pour les sensibiliser à ces causes-là. Pour moi, c'est des causes. À cette réalité-là de, oui, garde, quand, par exemple, ça fait des années que vous travaillez à la fonction publique, vous vous attendez quand même que vos compétences soient reconnues et que vous participiez un peu plus aux décisions qui sont prises. Donc, oui, il y a l'approche direct, plus dur, où on dépose des griefs en discrimination, où on fait des plaintes à la Commission des droits de la personne. Mais il y a aussi l'approche l'approche syndicale patronale qu'on appelle, où il y a un dialogue qui doit s'établir avec la haute gestion, avec les législateurs pour faire avancer les choses. D'accord. Pour finir, Jimmy, on est à la veille d'élections fédérales. OK, vous avez sûrement des attentes. Est-ce que vous avez des attentes spéciales? Est-ce que vous avez des craintes? Là, vous m'amenez sur un terrain glissant. Est-ce que vous avez des craintes? Pas glissant, vous êtes syndicaliste, vous êtes dans le milieu politique que vous le vouliez. En effet, veut pas. En fait, c'est vrai qu'au niveau de la fonction publique, un employé de la fonction publique est supposé être neutre. C'est la neutralité qu'on nous demande. Par contre, comme personne, comme citoyen, je peux vous dire que je ne voterai jamais pour un parti que je sais qui est anti-droit de la personne, qui va couper les droits des femmes, qui va mépriser les minorités. Voyez-vous, déjà que la machine est assez lourde, quand on dépose une plainte, par exemple, le cheminement est assez long, puis ça prend vraiment des nerfs d'acier. Mais imaginez-vous si on a un parti politique au pouvoir qui prend la ligne dure par rapport aux minorités, qui met des clauses non-obstant un peu partout, qui nous empêche de revendiquer nos droits, ça va être plus difficile. Donc, je ne voterai pas pour un parti du genre. Comme syndicaliste, oui, on va aller vers des approches beaucoup plus progressistes. Est-ce que ça s'est vu récemment? Est-ce que vous pensez que, mettons, quand on est passé d'un gouvernement conservateur à un gouvernement libéral sur le plan fédéral, est-ce qu'on a eu plus pour la diversité et l'équité? Écoutez, on a vécu 10 ans, si je peux me permettre, on a vécu 10 ans d'un règne, on va parler d'un règne du gouvernement Harper, puis les minorités en ont bavé.
les coupures à n'en plus finir, c'est ce qu'ils appellent la réingénierie de l'État, la restructuration. Écoute, il y a des bureaux qui sont devenus des bureaux fantômes. Les embauches ont été mises sous la glace. Des gens qui avaient réussi des processus qui ont dû attendre longtemps avant de faire appeler ou qui n'ont même jamais été appelés. Écoutez, je vous dirais, entre les lignes, je ne voterai pas pour un gouvernement, pour un retour en arrière pour ces 10 ans qu'on avait vécu avec les conservateurs. Définitivement pas. Mais vous y allez avec des propositions, j'imagine, à tous les partis qui vont être présents. Bien, quand, justement, durant ces élections-là, on rencontre la plupart des chefs de parti. La FPC a généralement préparé des documents pour ses membres. Si vous allez rencontrer les chefs de parti, voilà ce que vous leur demanderiez de faire. Voilà, vous leur demanderiez leur appui. Il y en a qui s'engagent, bien sûr, à faire des choses. Par contre, il y en a qui sont plus enclins, justement, à faire des choses parce qu'ils sont plus pour les services publics. Mais quand on prend certaines personnes idéologiquement qui se disent, écoute, la fonction publique n'est pas importante. On parle d'une population de 30 millions d'habitants au Canada avec une fonction publique de 192 000. Je vois, c'est peu encore. Et c'est une population qui a besoin de services. Donc, je n'irai pas pour quelqu'un qui va encore couper dans ces services-là. C'est pas normal. Fait que c'est sûr que oui, j'irai plus vers des gens qui sont plus favorables aux minorités, qui vont vraiment aider les membres touchés par... En fait, mes membres, dans le fond, je vais les appeler mes membres, qui attendent justement des services de qualité, qui attendent justement beaucoup plus de compassion, un milieu de travail sain, et puis qui puissent gagner leur vie, dans le fond. Merci beaucoup, Jimmy Théodore. Merci d'avoir reçu. C'est un plaisir. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance, mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Du 6 au 7 juin, c'est la 2e édition du symposium sur les jeunes adultes et les violences sexuelles. Élargir et actualiser les connaissances quant aux diverses formes de violences sexuelles auxquelles les jeunes adultes peuvent être confrontés, voilà l'objectif des organisateurs de cet événement. Un rendez-vous où les sexologues intervenant des cégeps, des universités et du milieu communautaire de Laval, bien sûr, feront la promotion d'une saine sexualité chez les jeunes adultes. Ce symposium qui aura lieu donc les 6 et 7 juin à partir de 9 h au Collège Montmorency est organisé par l'Association des sexologues du Québec en collaboration avec le Collège Montmorency. Pour des renseignements, le déroulement et l'achat de vos billets, Eventbrite.ca. Le 9 juin 2019, de 14h30 à 17h30, au Collège Le Tendre, c'est le Festival des Talents 2019 qui est organisé par l'École de musique Alfredo Ospina et les Amis de la musique. C'est en fait un spectacle de fin d'année de l'École de musique où tous les musiciens passionnés en formation, petits et grands, célèbrent avec vous en vous proposant le résultat de leur travail tout au long de l'année. Ce sera donc la 8e édition, un spectacle qui est fait par les jeunes et qui enrichit la vie culturelle de Laval, à ne pas manquer, et une école de musique formidable à découvrir. À noter que l'école accueille les futurs musiciens dès l'âge de 3 ans. Achetez vos billets sur Eventbrite ou pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook Alfredo Ospina et les Amis de la musique. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Karine Agboton, de son nom d'artiste Karine au micro, d'origine béninoise. Bonjour oui. Karine. Bonjour. Voilà, alors Karine, vous êtes originaire du Bénin. C'est bien ça. Voilà, êtes-vous née au Bénin? Non, je ne suis pas née au Bénin, je suis née en France, mais j'ai grandi au Bénin. Au Bénin, voilà. Ouais. Puis maintenant à Montréal, depuis combien d'années? Depuis une dizaine d'années maintenant. D'accord. Vous avez aussi fait un retour en France à un moment donné pour votre carrière, mais... Oui, en fait, je passe de temps en temps là-bas pour essayer de placer un peu
les choses, on va dire, côté artistique. Donc, j'essaye de retourner assez régulièrement. Oui. D'accord. Et la musique, c'est depuis quand? Depuis que vous êtes enfant? C'est une passion ou c'est un hasard? Êtes-vous tombé par hasard? C'est plus un hasard, parce que j'ai commencé au départ à danser. Et le chant est arrivé bien plus tard. Là, j'étais adolescente, puis je n'avais pas prévu du tout de chanter, en fait. D'accord. Ouais. Et pourquoi le Québec? Pourquoi vous n'êtes pas resté en France? La scène culturelle française, elle est extraordinaire. Oui, parce qu'au départ, quand je suis allée en France, c'était plus pour les études. Je n'avais pas forcément de carrière musicale en tête. Et l'ambiance, on va dire, en France ne me convenait plus. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de venir au Québec pour essayer. Puis, je me sentais mieux ici, donc je suis restée. Vous avez choisi le Québec, en fait. Oui. Voilà. Puis, parlons de votre musique maintenant. Je sais que vous n'aimez pas être mis dans des cases. On découvre l'artiste, beaucoup de talent. On vous présente comme quelqu'un qui a une voix extraordinaire. On vous compare à Angélique Kidjo, ce qui n'est pas peu. Oui, voilà. Ça met la pression. Ça met un peu la pression, mais comment définirez-vous votre style musical ou êtes-vous, en explorez-vous plusieurs? Oui, je dirais que dans ma musique, j'essaye de... Ben, en fait, sans faire exprès, je rassemble un peu les différents styles musicaux qui m'ont influencée. Donc, ça va du jazz au hip-hop, en passant par la musique africaine, le gospel... toutes ces musiques, la soul, j'ai fait un petit peu de tout ça en fait dans mon parcours musical. Donc ça se retrouve dans plusieurs des chansons. En tout cas, c'est ce que les gens me disent. Donc, voilà. Donc vos inspirations, c'est ça. Mais au niveau des artistes, est-ce qu'il y en a qui vous ont inspiré? Angélique Kidjo, à qui on vous compare? Oui, Angélique Kidjo m'a beaucoup influencée, ça c'est sûr. Même si au départ, je ne l'écoutais pas forcément pour en faire moi-même un modèle, c'est ça. Mais oui, il y a Angélique Kidjo, Myriam Makeba, que j'écoutais beaucoup parce que plus mes parents. Après ça, au niveau du hip-hop, il y a des groupes comme Daraji Family, par exemple. Au niveau de la soul, il y a tout ce qui est Otis Redding, Aretha Franklin. Tout ça, j'ai écouté ça. Voilà. Ouais. Et vous, Karine, qu'est-ce que vous véhiculez comme message? J'essaye de faire en sorte de parler de choses qui sont positives, donc de toujours garder à l'esprit que ça va bien se passer. Donc avoir confiance en la vie et puis... Des messages d'espoir. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez des projets ou quelque chose en cours actuellement dans votre carrière? Oui, ben, je travaille sur plusieurs projets en même temps, dont par exemple, il faut que je continue à renouveler mes choses, on va dire. Donc, je travaille sur des chansons que je fais avec David qui m'accompagne assez souvent. Je suis en train de préparer aussi un nouveau vidéo, parce que j'en ai sorti un cette année, puis je travaille sur le scénario du deuxième, que je compte tourner à la fin de l'année. Et puis voilà, en gros, c'est ça. Et puis après, j'aimerais faire des spectacles et puis pouvoir voyager, sortir du Québec. Et vivre de ta musique. Exactement. C'est ça. Et vous vous voyez où dans 10 ans, mettons, avec votre musique? J'espère que, comme vous avez dit, j'espère que je pourrai en vivre et que je voyagerai pour faire partager ma musique au maximum de gens. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous. Voilà, donc on se quitte sur ce titre de Karine au micro, Manoté Bao. Oui. C'est ça. Puis on vous remercie, vous qui nous suivez à la maison, puis on vous dit à la semaine prochaine. Bavoma no te pa osea